Bien, eh bien, on va démarrer. Bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'écouter Misson Dupuis, qui est nouvellement maître de conférence au laboratoire Jacques Feuillons depuis septembre dernier, et qui va nous parler d'un travail qu'il a fait en postdoc à Munich. Son titre est « Un schéma d'ordre des indices pour les trains de tenseurs dans la résolution de l'équation de Schrödinger à n-corps ». C'est à toi, Misson, et bienvenue au laboratoire de nouveau. Merci pour cette présentation. Je suis ravi de pouvoir exposer mes travaux ici et puis par la même occasion me présenter aux autres membres du laboratoire. Donc, moi, je travaille plutôt sur sur les méthodes numériques et les modèles pour la structure électronique. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter ce que j'ai fait du coup en postdoc sur les trains de tenseurs dans la résolution de l'équation de Schrödinger n-corps. Donc, je vais présenter le problème en grande dimension et après exposer comment justement les trains de tenseurs apparaissent dans la résolution de ce problème. Donc, allons-y. Alors, pour calculer les propriétés d'une molécule, il faut résoudre en fait un problème de minimisation ou un problème aux valeurs propres pour un certain opérateur H qui va contenir toutes les interactions entre les électrons. Et notre fonction, c'est une fonction qui est antisymétrique à grand N variables, où ce nombre N est le nombre d'électrons dans notre système, et qui est antisymétrique par la propriété, par la symétrie par le principe de Pauli. Donc le problème ici, quand on essaie de résoudre ce problème de minimisation, c'est que l'espace des fonctions antisymétriques à n variables est un sous-espace d'un espace qui est immense, en fait. C'est l'espace des fonctions à 3n variables, et ça devient rapidement numériquement ingérable. Donc, par exemple, si on prend juste la molécule d'eau, le problème ici ne vient pas tant de l'opérateur qui est un opérateur assez simple. En fait, simplement juste la discrétisation de la fonction d'onde est un problème. Donc, pour la molécule d'eau, qui est une molécule petite, on a des fonctions de 30 variables. Et pour la molécule de caféine, qui est représentée en haut à gauche, on a affaire à des fonctions qui ont 300 variables. Donc, on a un grand besoin de méthodes efficaces dans ces problèmes en grande dimension. Bon, la première étape, en fait, pour résoudre ce problème numériquement, c'est d'utiliser une approximation de Galerkin. Donc, on prend une famille libre de fonctions de notre espace à une variable, et avec ces fonctions-là, on va former les bases de notre espace de fonctions antisymétriques à une variable, en prenant des produits antisymétriques de ces fonctions phi i, et on développe psi0 dans cette base des fonctions antisymétriques. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on fait ce développement, on a un grand nombre de coefficients qui peuvent être non nuls, donc n parmi L, et à cause, dû à cette antisymétrie, en fait, ces coefficients ils peuvent être un peu difficiles à paramétriser. Du coup, une manière de pouvoir contourner ce problème, c'est de ne pas regarder en fait les indices qui sont présents dans ces déterminants de Slater, c'est comme ça qu'on les appelle, dans ces déterminants, mais c'est de regarder pour chaque indice si oui ou non la fonction apparaît en fait dans le déterminant de Slater. Donc c'est ce qu'on appelle la représentation par nombre d'occupations, et on réécrit notre fonction d'onde en fait dans cette nouvelle base-là. Donc, pour prendre un exemple, ici, si on prend grand L égale 5 et on regarde ce déterminant de Slater, en fait, comme phi 1 apparaît, on a 1 ici dans notre base. Phi 2 n'apparaît pas, donc on a un 0 à la deuxième position. Phi 3 et phi 4 apparaissent, donc on a 1, 1. Et phi 5 n'apparaît pas, donc on a un 0. Et le coefficient qui est associé va correspondre du coup au coefficient C1, 3, 4 dans cette expansion-là. Donc
Ici, petite remarque, oui, comme on a des fonctions qui sont n variables, en fait, les déterminants qui vont apparaître vont obligatoirement avoir n nombre 1, et du coup, tous les coefficients qui sont associés à des déterminants de taille différente ne vont pas apparaître. Et maintenant, maintenant qu'on a fait cette nouvelle reparamétrisation, nombre d'occupations, le but, ça va être de trouver du coup la fonction, les coefficients de ce tenseur qui est maintenant de taille 2 puissance n. Donc en fait, ici, ce qu'on a fait, en fait, c'est simplement, on a écrit notre fonction dans l'espace de Fock discret à grand L particules, donc, juste en passant. Et du coup, une méthode pour essayer de représenter de manière efficace ce tenseur de 2 puissance L dimensions consiste à prendre une approximation par des trains de tenseurs de notre tenseur de taille 2 puissance L. Et c'est le principe de la méthode QCD-MRG, qui est une méthode numérique qui s'est avérée très efficace et qui s'est avérée très efficace dans la résolution directe du problème à n-corps. Donc, l'idée de cette paramétrisation est en fait assez vieille. En fait, elle avait été introduite il y a maintenant quasi 30 ans pour la résolution de problèmes pour des Hamiltoniens de chaînes de spin en 1D avec des interactions de plus proches voisins. Et par la suite, on s'est rendu compte que cette méthode-là pouvait être utilisée pour des problèmes issus de la chimie quantique, et ça s'est avéré assez efficace. Du coup, avant de vous présenter un peu ce que c'est que les trains de tenseurs, je voulais faire un petit interlude sur les tenseurs. Si on prend une matrice, une manière d'écrire de façon sparse une matrice, c'est simplement d'utiliser la SVD. Et en utilisant la SVD, on peut représenter une matrice en un coût de stockage en grand taux de R. Et l'avantage de cette représentation, c'est que si on cherche si on cherche à trouver la meilleure représentation d'une matrice par une matrice de rang R, ce problème d'approximation est bien posé. Du coup, quand on s'attaque à des problèmes de grande dimension, la généralisation naturelle de la SVD, c'est de prendre simplement une somme de tenseurs de rang 1, et c'est ce qu'on appelle le format CP. Du coup, là, on a une représentation qui est sparse, pourvu que ce rang soit assez faible, évidemment. Mais en fait, de manière assez étonnante, ce qui était vrai dans le cas matriciel ne devient plus vrai en grande dimension. Donc, si on prend ce tenseur qui est ici un tenseur de rang 3, qui s'écrit comme une somme de trois tenseurs de rang 1, ce tenseur peut être approché aussi proche que l'on veut par ce tenseur qui est un tenseur de rang 2. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas utiliser ce format, mais il y a quand même des difficultés qui sont inhérentes, des difficultés numériques liées à ce format-là. Et du coup, ce n'est pas forcément la bonne généralisation de la SVD en grande dimension. Donc l'idée, en fait, pour essayer de généraliser cette SVD en grande dimension, c'est d'appliquer cette SVD de manière successive sur notre tenseur en grande dimension. Donc, dans une première étape, on prend notre tenseur qui est de dimension 2 puissance L et on effectue un reshape ou une matricisation. Donc, on écrit notre tenseur comme une matrice de taille 2 fois 2 puissance L-1 et on effectue une SVD de cette matrice. Puis, maintenant, c'est la matrice V1 qui est de grande dimension. Donc, on effectue un reshape de cette matrice et on effectue une SVD. Et on procède ainsi de suite. Donc, on va faire une matricisation de la matrice V2. Et si on continue jusqu'au bout, ce qu'on obtient, c'est une écriture de notre tenseur de taille 2 puissance L comme un produit de matrice. Donc ici, par exemple, on peut regrouper les termes U1 sigma 1 dans la matrice A1, U2 sigma 2 dans la matrice A2, et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait, la représentation en train de tenseur d'un tenseur psi. C'est simplement écrire psi comme un produit successif de matrices de taille compatible.
Du coup, pour avoir un petit peu une représentation un peu plus graphique de ce que c'est, on écrit notre tenseur comme ce produit successif de matrices. Et par exemple, si on veut obtenir le coefficient C0, 1, 1, 0, on a simplement à prendre ce vecteur ligne qu'on multiplie par le vecteur colonne A de, enfin par la matrice pardon, A de 1, qu'on multiplie par A3, 1 et qu'on multiplie à la fin par le vecteur colonne A4, 0 pour bien obtenir un scalaire. Du coup, il y a plusieurs propriétés immédiates et intéressantes de ce format-là. Donc, déjà, par l'algorithme précédent, on a une représentation, on peut écrire une représentation exacte des trains d'un tenseur par un train de tenseur. Et on peut voir aussi qu'on a un théorème d'approximation qui est quasi immédiat. Donc, si on revient un peu, et qui va dépendre en fait des valeurs singulières des différentes matricisations de notre tenseur initial. En effet, si on revient un petit peu auparavant, ici, il est relativement facile de voir que pour obtenir une approximation de notre tenseur psi, il suffit de tronquer en fait les SVD que l'on obtient, les SVD successives que l'on applique, et ces valeurs singulières en fait vont correspondre au reshape, enfin aux matricisations principales. Donc, on prend les K premiers indices comme indice ligne et les L-K derniers comme indice colonne de notre tenseur psi. Donc, on a un théorème d'approximation qui va du coup dépendre des valeurs singulières des matricisations de notre tenseur. On a une représentation sparse si la taille de ces matrices reste raisonnable. Et bon, il y a quand même quelques petits défauts. C'est aussi assez facile de voir que cette représentation n'est pas unique. En fait, on peut inclure n'importe quelle matrice inversible entre deux matrices de notre représentation en train de tenseur de notre tenseur initial. Mais c'est un problème qui est qui est plutôt bien compris et qui nécessite simplement d'imposer une bonne condition de jauge pour nos matrices. Enfin, si on regarde un peu les propriétés algébriques des trains de tenseurs, si on a des trains de tenseurs de rang R, où R, en gros, ça va être la taille maximale des matrices qui apparaissent dans cette décomposition en train de tenseurs, alors on peut écrire une somme de deux trains de tenseurs de rang R comme un train de tenseur de rang 2R, simplement en écrivant une représentation diagonale par bloc de la représentation en train de tenseur de la somme. Donc, si on revient un petit peu au problème d'approximation, donc on a donc les valeurs singulières en fait des matricisations principales de notre tenseur vont piloter en fait la meilleure approximation par un train de tenseur de rang R d'un tenseur C. Et pour construire ces trains de tenseurs, en fait, on fait ces SVD successives. Et du coup, on peut se demander un petit peu quelle est l'influence d'une permutation des indices de notre tenseur initial sur ces valeurs singulières. En effet, on veut que ces valeurs singulières décroissent assez vite afin d'obtenir une représentation en train de tenseur qui soit de rang faible. Du coup, ici, si on regarde ce petit exemple, donc on a un exemple d'un tenseur de taille 2 fois 2 fois 2 fois 2, et ces coefficients ici sont égaux à 1 et tout le reste est égal à 0. Donc, pour savoir un peu quelle est la représentation, enfin, si ce tenseur C est représentable de manière efficace par les trains de tenseurs, on va regarder les valeurs singulières du reshape au milieu. Donc, mu1, mu2 va constituer les indices lignes et mu3, mu4 les indices colonnes. Et dans ce cas, en fait, on a une matrice qui est inversible, dont les valeurs singulières sont 1, 1, 1. Et du coup, la représentation en train de tenseur va être de rang 4. Par contre, si on regarde le tenseur C tilde, où on va simplement permuter les indices 2 et 3 de notre tenseur initial, si on regarde le reshape, donc le même reshape, on va obtenir une matrice qui est cette fois-ci de rang 1, dont les valeurs singulières, il n'y a qu'une seule valeur singulière qui est strictement positive. Et du coup, le rang à cet endroit-là, de sa représentation
par un train de tenseur va être égal à 1. En fait, l'ordre dans lequel ces indices apparaissent pour l'approximation par un train de tenseur est important et en fait il agit de manière significative sur la taille des valeurs singulières et du coup sur l'approximation par un train de tenseur. Donc, je voulais aussi présenter un exemple un peu plus numérique cette fois-ci. Donc ici, l'exemple que je voulais vous présenter, c'est le modèle de E-bar. Donc le modèle de E-bar, c'est le modèle de E-bar unidimensionnel où on a hamiltonien. Donc, on a des sites, des spin up et des spin up et des spin down. Et chaque site a une interaction de plus proche voisin. Et ici, sur le graphe en dessous, ce que je fais, c'est que j'intervertis en fait deux sites qui vont être de plus en plus éloignés. Quand je fais ça, ce que je fais, c'est que j'introduis en gros des interactions à longue portée. Et ce qu'on peut un peu deviner de l'approche train de tenseur, c'est que l'approximation en train de tenseur va bien modéliser tout ce qui est corrélation à courte portée, mais dès qu'on introduit des interactions à longue portée, on va avoir besoin de rangs beaucoup plus grands pour pouvoir les capturer. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Donc ici, je regarde juste la valeur, la convergence de la plus petite valeur propre en fonction de la taille des matrices que j'utilise dans la représentation en train de tenseur. Et quand je ne fais pas de switch, j'ai une convergence qui est plutôt bonne. Dès que je commence à switcher deux sites, donc c'est les sites 9 et 11 qui sont pourtant relativement proches, je perds un ordre de grandeur. Si je switch les sites 7 et 13, je commence à perdre 3 ordres de grandeur. Donc, au final, ces permutations ont un gros impact aussi numériquement. Donc là, ici, on a un cas qui est relativement simple. C'est un modèle d'interaction de plus proches voisins. Donc, on a un ordre qui est plutôt naturel pour indicer les indices de notre tenseur. Mais si on prend le problème qu'on avait à la base, donc peut-être je peux revenir un petit peu sur le problème que j'avais à la base, c'est j'ai un tenseur qui est donné ici. Et en fait, ce tenseur psi mu1 mu-l, comment ces indices apparaissent? En fait, ils apparaissent dans l'ordre où je classe en fait mes fonctions à un corps, mes fonctions de discrétisation à un corps. Et du coup, c'est plus difficile de voir un peu comment je peux classer ces fonctions-là, comment je peux les ordonner de manière à avoir une représentation efficace par un train de tenseur de mon tenseur psi mu1 mu-l. Donc, en pratique, ce que les gens font, ils utilisent l'ordre de Fiedler, qui est un ordre qui repose sur une analyse qui repose sur des outils de l'information quantique, donc, que j'ai essayé de décrire rapidement. Donc, l'idée, c'est qu'on va former ce qu'on appelle des matrices densité partielle et on va mesurer l'entropie, en gros, de ces matrices densité. Donc, il faut voir, en fait, l'entropie comme une mesure de la décroissance des valeurs singulières, donc, qui impacte du coup la représentabilité par un train de tenseur de rang faible. Et la propriété qui va nous intéresser, c'est celle-là, c'est que si justement la matrice denticité est une projection, alors cette entropie est nulle. Du coup, quand la matrice densité est une projection, ça veut dire que en fait, on a directement écrit notre état comme un produit tensoriel on a directement écrit psi0 comme un produit tensoriel et du coup, ce sera facile de le représenter comme un train de tenseur. Et du coup, un peu le corollaire folklorique qui en découle, c'est que si l'entropie de ces matrices densité sont proches de 0, alors on va pouvoir écrire notre tenseur comme un train de tenseur de faible rang. Du coup, c'est un peu l'idée de ces méthodes de Fiedler. Ces méthodes de Fiedler ont un proxy pour calculer ces entropies et on va essayer du coup d'optimiser ce proxy qui est calculable sur les permutations d'indices. Donc, en pratique, ça marche très bien. Ça marche bien mieux que de prendre un ordre de départ, l'ordre de départ canonique ou un ordre au hasard.
Mais le problème, c'est que en fait, c'est relativement facile de construire des états pour lesquels l'entropie va tendre vers zéro avec la taille du système, mais on ne peut pas former des trains de tenseurs qui ont des rangs qui scale de manière polynomiale dans la taille du système. Du coup, ce qu'on a voulu faire avec Gero-Friese-Eeke, c'est essayer de trouver un schéma d'ordre qui soit... Parce que l'autre souci avec ce schéma d'ordre qui repose sur ces outils d'information quantique, c'est qu'on perd un petit peu l'origine du problème. En fait, cette méthode-là, elle peut être appliquée pour tout type d'état. Et notre problème est quand même issu de la chimie quantique. Et du coup, on voulait avoir quelque chose qui se rapprochait un peu plus, en tout cas, qui était un peu plus motivé par la chimie quantique. Du coup, l'état qu'on a voulu regarder, c'est un état qui est vraiment très simple. C'est simplement un déterminant de Slater, psi1, psi-l, où ces fonctions-là sont générées par une base de discrétisation phi-k qui, elle, est de taille grand L. Pourquoi on s'intéresse à ces états-là? Alors, parce qu'en règle générale, heuristiquement, ce qui se passe, c'est que pour les problèmes de structure électronique, un déterminant de Slater représente de manière assez fidèle notre fonction psi. Une autre manière aussi de justifier l'étude de cette fonction-là, c'est que ces fonctions-là, donc ces déterminants de Slater, c'est les fonctions propres d'un Hamiltonien de grande dimension dont les variables seraient séparables. Donc ici, on s'intéresse à ce déterminant de Slater, et si on l'écrit dans notre base de discrétisation, on obtient ces coefficients pour notre fonction d'onde. Et ces coefficients font intervenir en fait les colonnes de la matrice qui va relier les fonctions qui apparaissent dans notre fonction d'onde et notre base de discrétisation. Ce qu'on veut comprendre, c'est comment on peut approcher le tenseur qui a ces coefficients-là dans la représentation en nombre d'occupations. Le tenseur dans la représentation en nombre d'occupation s'écrit comme suit. Donc, il vaut 0 si ces coefficients, si les mu1, mu-l ne sont pas à n, qui est le nombre de particules dans notre système, et va valoir ce déterminant si les mu-i correspondent si le i ici appartient au i1, in de notre déterminant. Donc, encore une fois, juste pour rappeler, ce qui va nous intéresser, c'est du coup les valeurs singulières des matricisations de notre tenseur, parce que ça va piloter l'approximabilité entre un tenseur. Et pour ces états-là, on a réussi à montrer cette symétrie. Donc, si on prend les valeurs singulières de cette matricisation, qui est la matricisation a priori la plus grande de notre tenseur, alors on a exactement 2 puissance n valeurs singulières positives, et ces valeurs singulières satisfont cette loi. Donc, si on prend la plus grande et qu'on la multiplie par la plus petite, alors ce produit est égal au produit de la deuxième plus grande avec la deuxième plus petite, et ainsi de suite. Et de plus, cette constante est explicite, et elle est explicite, et on peut la calculer à partir de la matrice qui va relier en fait les fonctions qui apparaissent dans notre déterminant de Slater à la base de discrétisation. Donc, la matrice U ici, c'est la matrice U qui va relier les fonctions qui apparaissent dans notre déterminant de Slater et notre base de discrétisation. Donc, en fait, ce résultat il peut être généralisé à d'autres matricisations de ce tenseur. Une corollaire un peu rigolo, c'est que justement, on a exactement 2 puissance n valeurs singulières positives, donc ça ne dépend pas du nombre de fonctions de base qu'il y a dans qu'on utilise pour discrétiser notre fonction. Et de plus, ce qu'on peut observer, c'est que ces valeurs singulières, comme on part d'un état qui est normalisé, la norme L2 de ces valeurs, la norme L2 du vecteur des valeurs singulières est égale à 1. Du coup, on ne peut pas avoir une décroissance qui est rapide de ces valeurs singulières, à cause justement de cette loi produit
qu'on a entre ces valeurs singulières. Donc maintenant, comment on fait à partir de cette loi pour essayer de construire un schéma d'ordre des indices? Comme cette constante est explicite, l'idée c'est que, OK, ces valeurs singulières peuvent être petites, enfin, OK, ces valeurs singulières ne peuvent pas être nulles, mais si on fait en sorte que cette constante, si on fait en sorte que cette constante est très petite, alors on aura des valeurs singulières qui seront très petites et du coup une approximation par des trames tenseurs qui sera efficace. Et quelque chose peut-être que je n'ai pas dit, c'est que cette constante, en gros, ça va être le déterminant de la sous-matrice UL transpose, qui correspond à la partie gauche de la matrice U, et UR, c'est la partie droite de notre matrice U. Et du coup, ce qu'il suffit de faire, en fait, pour essayer d'optimiser cette constante, c'est de permuter les ordres de la base. Donc, en permutant les ordres de la base, on va permuter les colonnes de U. Et on va essayer de trouver la permutation qui va nous donner la plus petite constante. Bon, le problème, c'est que ça reste un problème combinatoire. En gros, on doit tester, modulo les permutations au sein d'un bloc. On doit tester quand même pas mal de permutations pour essayer de trouver une permutation efficace. Donc, il y a deux questions qui se posent. C'est tout d'abord, est-ce que c'est efficace? Et deuxièmement, est-ce que ça converge relativement vite? Donc, pour cela, on a testé ça pour des états random. Donc, ici, on tire U de manière aléatoire et on regarde la répartition des valeurs singulières de la matricisation de notre tenseur. Donc ici, en bleu, on a la répartition initiale des valeurs singulières. Et en rouge, on a la répartition qui est donnée par l'ordre des Fiedler. Donc quand on utilise la procédure que j'avais rapidement exposée tout à l'heure. Et on peut voir que par l'ordre de Fiedler, on peut gagner jusqu'à un ordre de grandeur. Si on calcule le meilleur préfacteur en essayant de justement minimiser cette constante sur les permutations, on peut voir qu'on peut gagner beaucoup plus que sur l'ordre de Fiedler. On peut gagner jusqu'à 4 ordres de grandeur dans la décroissance de ces valeurs singulières. Maintenant, si on regarde à droite, donc ici à droite, donc, ce qu'on fait tout bêtement, c'est assez. En fait, on tire au hasard des permutations et on regarde si une constante qui est plus petite. Et en fait, on peut voir que rapidement, en fait, en tirant 100 permutations au hasard, on peut gagner déjà 2 à 3 ordres de grandeur par rapport à la répartition initiale. Pour ce qui est des déterminants de Slater, c'est une méthode qui paraît assez efficace. Donc après, l'idée, c'était de tester ça aussi, non pas simplement sur un déterminant de Slater, mais sur une superposition de déterminants de Slater. Donc ici, on en prend 2. Et donc là, ici, ce qui est tracé, c'est les valeurs singulières de la matricisation la plus grande du tenseur représentant cette superposition de déterminants de Slater. Donc en bleu, c'est la répartition initiale. En rouge, c'est la répartition des valeurs singulières données par l'ordre de Fiedler. Et en violet, dans un premier temps, on peut se dire, si on optimise la répartition des valeurs singulières pour le déterminant de Slater dominant, ça devrait suffire pour obtenir une bonne représentation par un train de tenseur de notre tenseur initial. Donc le fait est que ça marche, mais en fait, il faut essayer de prendre en compte aussi la constante associée au deuxième déterminant de Slater et d'essayer d'optimiser les deux en même temps. Et quand on fait ça, en fait, du coup, on obtient la courbe verte qui est un ordre de grandeur en dessous que l'ordre de Fiedler. Donc ici, les résultats sont moins spectaculaires, il faut être honnête, mais bon, en bidouillant un peu, ça peut marcher, quoi. Donc là, je me suis concentré juste sur des cas un peu jouets. Donc, la grande question pour essayer de faire ça pour des modèles réalistes, c'est comment justement on peut récupérer cette matrice U qui du coup relie les fonctions qui apparaissent dans notre déterminant de Slater et notre base de discrétisation pour un état général psi. Du coup, pour faire ça, l'idée c'est de regarder ce qu'on appelle la matrice
densité à une particule. Donc, pourquoi on regarde cet état-là? C'est parce que si grand psi est un déterminant de Slater, en fait, cette matrice densité, ça va être une projection sur les fonctions psi1, psi-n. Du coup, c'est une bonne idée, en tout cas a priori, pour récupérer cette matrice U. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule cette matrice densité, donc avec une méthode pas chère, donc soit un calcul avec un train de tenseur avec des rangs petits, soit une autre méthode. On récupère les fonctions propres associées aux plus grandes valeurs propres de cette matrice. Donc, c'est facile parce que c'est des matrices qui ne sont pas très grandes. Et on optimise l'ordre de notre base de discrétisation pour les déterminants de Slater de plus grands ou une combinaison des déterminants de Slater. Donc, ça, c'est un schéma que j'ai testé pour ce modèle-là. Donc, c'est un modèle réduit pour calculer l'état fondamental de cette molécule cyclique. Donc ici, en fait, on a des termes de hopping entre les sommets et des termes de répulsion donc, au sommet et aussi entre les sommets qui sont occupés. Donc, si on regarde un peu quelle est la taille du problème qu'on résout, bon, comme on prend en compte les spins, en fait, c'est une matrice qui est de taille 2 fois 2 puissance n. Donc, pour 10, on a déjà des matrices de taille 1 million par 1 million. Donc, quand on fait ça, ici, si on regarde l'erreur sur la valeur propre, pour les différents schémas d'ordre, on peut voir que pour l'ordre canonique, au bout d'un moment, l'ordre de Fiedler et le nouveau schéma que l'on propose est plus efficace. Donc, là, pour notre ordre, en fait, les résultats sont juste un peu meilleurs dans ce cas-là que l'ordre de Fiedler. Et si on regarde la répartition des valeurs singulières, on voit ici qu'elles semblent décroître de manière plus rapide que pour l'ordre de Fiedler. Donc, ce qui est intéressant aussi de regarder, c'est un peu voir un petit peu cette interprétation par information mutuelle sur lequel repose en fait l'ordre de Fiedler. Donc ici, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément dit, mais dans l'ordre de Fiedler, en fait, ce qu'on va essayer de calculer, c'est une information mutuelle entre les sites. Et du coup, donc c'est toujours cette idée qu'on va essayer d'éviter des corrélations à longue portée. Et on va essayer dans cette méthode, dans l'ordre de Fiedler, de rendre la matrice d'information mutuelle, de pousser en fait les gros coefficients dans notre matrice d'information mutuelle vers la diagonale pour avoir des corrélations à courte portée. Donc ici, à gauche, dans l'ordre canonique, on voit bien la nature cyclique de notre problème. Donc on a des corrélations à longue portée dues à la nature cyclique de la molécule que l'on étudie. Donc, l'ordre de Fiedler permet de résoudre partiellement ce problème au niveau de l'information mutuelle. Et dans notre cas, donc, on fait un peu ça, quoi. C'est qu'on vide les blocs qui sont hors diagonaux. Enfin, on réduit la taille de ces blocs hors diagonaux. Donc, on a essayé aussi de tester ça sur la même molécule, mais de taille plus grande, donc taille avec 14 électrons. Et bon, dans ce cas-là, en fait, il y a encore un peu de travail à faire parce que typiquement, on n'a pas forcément une meilleure approximation, enfin, un meilleur résultat en termes de précision sur la valeur propre, même si il me semble que, au niveau des valeurs singulières, on semble décroître plus vite. Mais bon, ça correspond qu'à la décroissance d'une matricisation particulière. Or, il y a toutes les matricisations qui importent dans la représentation en train de tenseur, ou en tout cas dans la qualité de la représentation en train de tenseur. Du coup, même si ici ça décroît plus vite, peut-être qu'en fait, il y a des valeurs singulières qui décroissent moins vite. Et bref, peut-être qu'ici ça marche bien, mais peut-être que pour d'autres cas, ça marche moins bien. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de l'information mutuelle, en fait, donc dans le cas canonique, on voit bien ces interactions à longue portée.
Dans le cas de Fiedler, on voit bien ces diagonaux qui sont vidés et des coefficients grands qui sont proches de la diagonale. Et pour notre schéma d'ordre, on reproduit un peu ce mécanisme-là, mais même si en fait notre critère, il ne repose pas du tout cette information mutuelle. Donc pour conclure, on a révélé une symétrie dans les valeurs singulières des tenseurs qui représentent les déterminants de Slater. Et par cette loi sur les valeurs singulières, on a proposé un nouveau schéma d'ordre des indices, des orbitales qui ne reposent pas sur justement des outils qui étaient connus et qui semblent marcher raisonnablement sur les cas que l'on a testés. Donc là, comme on a pu le voir, ce n'est pas une méthode qui marche pour l'instant, ça marche pas trop mal, mais je pense qu'il y a pas mal de progrès qui pourraient être faits. Donc peut-être l'idée, c'est soit de raffiner un peu cette recherche via notre nouveau critère, ou essayer d'utiliser une approche hybride, parce que justement, la méthode de Fiedler marche pas si mal. Et tout cela, ça va dans cette direction de proposer en fait un bon critère pour choisir la bonne topologie pour notre train de tenseur. Donc, avec cela, oui, je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup, Misson. Alors, nous allons passer aux questions. Les gens qui ont des questions, je vous prie de lever la main et puis d'activer votre micro. Albert, oui, je t'en prie. Moi, je veux bien poser une question. Bonjour, merci pour cet exposé. En fait, c'est une question super générale. Désolé, en fait, sur ces méthodes en fait que tu présentes. Donc, les méthodes numériques classiques en petite dimension, dont on a l'habitude, qu'on a tous appris, les éléments finis ou d'autres, il y a une vision assez complète sur leur convergence, parce que voilà, on nous explique que la méthode converge parce qu'on a des résultats d'approximation à cause de la régularité des solutions. Et la régularité des solutions, justement, on la démontre grâce à l'analyse du problème. Et je veux dire, donc ici, l'analogie, c'est ce qui fait converger efficacement la méthode, c'est la décroissance des valeurs singulières qui permet de les tronquer. Je voulais savoir si finalement, est-ce qu'il y avait une espèce de vision un petit peu complète, comme ça, qui, à travers l'analyse du problème, en l'occurrence ici l'équation de Schrödinger, permettait vraiment de démontrer des vitesses de convergence. Je n'ai pas vraiment vu passer ça à travers ton exposé, j'ai plutôt vu la méthode décrite. Oui, Ou est-ce qu'il faut même, peut-être cette question est hors de propos, je ne sais pas. Non, c'est une question qui est tout à fait pertinente. À ma connaissance, peut-être il faut regarder du côté des... oui, en fait, voilà, il y a essentiellement deux résultats sur justement ces résultats de régularité pour... en fait, non, il n'y en a qu'un seul. En fait, l'autre, c'est autre chose. Bref, en gros, il y a un seul résultat sur la régularité ou l'approximation par des trains de tenseurs d'une solution d'une équation. Et en fait, c'est pour des modèles sur des réseaux. Donc, c'est un réseau 1D. Donc, où justement, là, on peut prouver que les trains de tenseurs approchent de manière efficace les fonctions propres les plus petites de ces Hamiltoniens avec des interactions de plus proches voisins. Mais si on part, donc ça a été généralisé après en fait, maintenant que je m'en rappelle, ça a été généralisé après pour le cas, pour des EDP, quoi. Mais pour ce qui est vraiment de l'équation de Schrödinger à n corps pour des molécules, donc pour des interactions à deux corps, il n'y a pas forcément de choses à ma connaissance. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons remercier de nouveau Misson.
Merci.